Bonjour à tous, je suis Laurence Gounel, journaliste, et avec Bonne Gueule, le média de mode masculine, nous recevons chaque vendredi et pendant tout l'été un invité pour parler de sa vision des vacances en France. Attention, ce podcast n'est pas un guide de voyage, plutôt une carte postale autour d'adresses perso et de souvenirs de vacances. Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Bonjour, les vacances. J'avais besoin de recharger un peu la batterie, quoi. Parce que... Vous amenez le soleil? Vous avez le soleil. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Ça fait du bien un peu de calme, non? Aujourd'hui, je reçois Lucas Largo, rédacteur en chef adjoint de Voyager ici et ailleurs. Bonjour Lucas. Bonjour Laurence. Alors, sur ces 2 dernières années, tu as visité une quinzaine de pays et parcouru l'équivalent de 2 fois le tour de la Terre. Mais je te sais attaché aux régions les plus reculées de France, les plus ancrées dans notre terroir. Et si tu es natif du Pays Basque, tu as préféré partager ton goût pour la vallée de la Dordogne tout à côté. Allez, on est parti. Je vous laisse mon portable. Passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Hein? Vous êtes mignons. Quel regard tu portes sur justement la France depuis que toi tu voyages au long cours ? Qu'est-ce que ça t'a appris finalement sur la France ? Qu'est-ce que ça t'apprend au fur et à mesure ? Plus je vais loin, déjà, plus je l'aime, la France. Et plus je me rends compte de sa richesse. Et plus je me rends compte de sa variété. C'est un peu bateau de dire qu'on a le plus beau pays du monde, mais c'est vrai. On n'arrête pas de le vérifier tout le temps, et on continuera à le vérifier. Quelle est la destination française justement qui t'a bluffé dernièrement ? Peut-être dans le cadre du travail, dans les reportages. J'étais récemment, il y a quelques mois, sur la côte de Granit-Rose, au nord de la Bretagne. C'est une toute petite zone d'une quinzaine de kilomètres entre Perros-Guirec et Trébeurden. La pointe du Trégor. La pointe du Trégor. Et donc cette côte qui est très cisaillée, très découpée, est pleine de roches et de rochers énormes qui sont d'une couleur rose, et plein de nuances de rose. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a 3 lieux, 3 sites dans le monde équivalents. Il n'y a que 3 sites dans le monde équivalents avec ce genre de pierre rosée. Et c'est absolument fascinant. Il y en a un chez nous en Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un morceau du GR qui fait tout le tour de la Bretagne. Du GR34. Du GR34 qui fait tout le tour de la Bretagne, qui serpente entre ces rochers. Et c'est extraordinaire de marcher là-dedans. On a des points de vue spectaculaires. On dirait qu'il y a eu des éboulements énormes. En fait, c'est juste l'œuvre du temps et des marées qui sculptent et qui arrondit tous ces rochers roses. Et c'est franchement magnifique. Tu nous conseilles de stationner où pour rayonner justement? J'ai fait escale dans un hôtel qui s'appelle le Castel Beausite. Comme son nom l'indique, Beausite, il est posé sur une petite plage. C'est certainement la plus belle plage une des plus jolies plages de la région. Et c'est une vieille maison, une grande maison ancienne, qui a à peu près une centaine d'années. Et là, quand on qui a été entièrement rénové. Qui a été entièrement rénové là, dans un style bohème chic, un peu très très joli petit hôtel de plage un peu. Voilà. Et il y a des chambres, quasiment toutes les chambres en vue sur la mer. Et là. Ça fait partie du groupe d'hôtels H8 Collection. H8 Collection. Très intimiste, très joli. Quand on est installé là-dedans dans une de ces chambres, on est plutôt pas mal face à la mer. Et puis vraiment, on est posé sur la plage. On est les pieds dans le sable et on observe les marées qui montent, qui descendent, c'est extraordinaire. Et il y a les bateaux larges qui rentrent et qui sortent du port. C'est magnifique. Alors, quel est ton meilleur souvenir de vacances ? Un été en particulier qui te revient, toi ? Je dirais que j'ai peut-être 2 meilleurs souvenirs. C'est des souvenirs d'enfance, évidemment. Le premier souvenir, ce serait la première fois que je suis allé à Paris. Parce que... On oublie de le dire, c'est très bien. Une évidence. Ça paraît évident, mais moi j'ai grandi dans une petite ville du fin fond du Pays Basque. Et je sais pas, j'ai toujours fantasmé, j'ai toujours rêvé de voir Paris, et la première fois que je suis arrivé à Paris, avec mes parents, je me souviens de quelque chose d'extraordinaire. Déjà, juste prendre un train, quand on a 8 ans, 9 ans, un TGV. À l'époque, le TGV, il mettait 5 heures, 5 heures et demie pour monter à Paris. Pour monter à la capitale. Pour monter à la capitale depuis Biarritz.
Donc voilà, premier le train, et puis arriver à Paris, et puis voir tout ça, évidemment, et Notre-Dame, la Tour Eiffel. C'est le condensé de monuments qui t'a... Oui, et puis l'atmosphère, j'étais déjà dans l'imaginaire de Montmartre et tout ça, je rêvais déjà ce genre de choses, parce que c'est des choses que je voyais à la télé, certainement, et qui me faisaient rêver. Et donc la première fois que j'ai débarqué là, je devais avoir 8 ans, 9 ans, et ça m'a fasciné. Et d'ailleurs, je suis toujours revenu régulièrement à Paris, jusqu'au jour où je me suis dit que je vivrais à Paris. Et je vis maintenant à Paris, et j'en profite encore. T'as encore ce coup de cœur permanent Ça fait 12 ans maintenant que je suis à Paris. Oui, il y a eu une petite période où je commençais à en avoir marre, et puis finalement, j'ai la chance de pouvoir partir souvent. Donc, c'est cette chance qui me fait que je digère encore très bien ma vie à Paris. Il y a une curiosité sans fin à Paris. Il y a encore une curiosité, il y a encore je découvre encore des choses. On n'aurait pas assez d'une vie pour tout découvrir à Paris. Mais voilà, donc c'était peut-être une première claque. Voilà. À quoi ressemblent tes vacances aujourd'hui ? Est-ce que tu as trouvé un idéal ? J'ai 2 types de vacances. D'abord, étant donné que je pars beaucoup pour mon travail, la première chose que je fais quand je suis en vacances, c'est que je rentre chez moi. Au Pays Basque, je rentre profiter de ma famille, et puis voir surtout mes amis. Parce que voilà, et puis j'ai besoin de m'arrêter. Donc je profite d'être à la maison et de voir tout le monde. Ça fait beaucoup de bien, ça ressource énormément. Et puis il y a une deuxième chose que je fais en vacances depuis quelques années. J'avais un peu arrêté parce que je voyageais beaucoup pour le travail, et j'ai un peu recommencé à prendre du temps pour essayer de faire des voyages avec mes amis. Parce que dans mon travail, je suis souvent tout seul, pas toujours, mais beaucoup de voyages où je suis tout seul. Et là, j'ai un peu recommencé à voyager avec des copains, et franchement, c'est un plaisir incroyable. Déjà de ne pas être seul, et puis de partager avec des amis, et puis surtout de se reposer. C'est-à-dire de ne pas avoir à écrire, à prendre des photos, à tout mémoriser. Et surtout de ne pas avoir à rendre quelque chose, un article. Donc choisir un angle, anticiper la destination. Voilà. Donc c'est voyager les mains dans les poches. Et ça, c'est se laisser porter. Se laisser porter, c'est un plaisir immense. Et puis être avec ses copains, donc ça veut dire rigoler, partager des moments, déjà qu'on se voit pas très souvent. Pas de planning, tu profites de la destination autrement, il y a un côté plus vécu, plutôt que tu la vis, la ville, plutôt que de la visiter, enfin la ville ou la destination. On profite davantage, oui, on vit davantage, Ça, c'est le grand truc du journaliste, on ne dit pas souvent, des journalistes voyagent, c'est la solitude des journalistes voyagent. Oui, il y a pas mal de solitude. Après, l'avantage de la solitude, c'est que on part souvent tout seul, mais au final, sur une semaine, 10 jours de voyage, on n'est pas souvent tout seul, on rencontre des gens beaucoup. Mais là, c'est différent d'être avec ses copains à soi et de passer 10 jours ensemble et de revivre un peu ensemble, parce que c'est des gens avec qui on a grandi, après on s'est quittés, donc là, c'est comme si on se retrouvait pendant 10 jours au bout du monde ou en France. Donc ça fait beaucoup de bien. Alors, où pars-tu cet été, justement ? En famille ou entre amis ? Cet été, je vais rentrer au Pays Basque, comme d'habitude, mais je vais profiter de faire une escale et me promener de nouveau autour de la vallée de la Dordogne, parce que c'est un endroit que j'adore. Donc toi, t'es très sud-ouest, t'es très grand sud-ouest de toute façon. Je suis très grand sud-ouest, oui. J'aime beaucoup la Bretagne, j'aime beaucoup les Alpes aussi, mais j'aime beaucoup le sud-ouest, oui. Et puis il y a cette zone-là... Il y a un triangle là entre Brive, Sarlat et l'Aubrac où il y a tout un tas de merveilles que j'adore, et il y a une France. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sud-ouest très attaché au terroir, très ancré? Ce qui me plaît, c'est que déjà, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire un rapprochement. C'est une France très rurale, comme au Pays Basque, donc c'est une France qui est attachée à sa terre. C'est une France aussi qui a un accent. Les gens ont un accent qui est pas tout à fait comme le mien, mais il y a quelque chose de très terrien dans cet accent, je trouve, et c'est très attachant. Ça rend les gens attachants. Ça veut pas dire que bien sûr, les gens sont ouverts aussi, mais
je sais pas, il y a quelque chose, on a envie d'aller leur parler et de les écouter, et donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis il y a des beautés naturelles, et des beautés patrimoniales, c'est très très riche, il y a plein de choses à voir, et on peut vite être dépaysé dans cette région. Pourquoi ? Parce qu'on tombe sur des paysages qu'on n'aurait pas imaginé trouver là, et c'est comme si on faisait un voyage dans le voyage presque. Quels sont ces paysages ? Il y a des paysages, quand on est... il y a des coins au milieu de l'Aubrac, par exemple à la frontière du côté de la Lozère et de l'Aveyron, où on a des paysages, on se croirait dans des steppes mongoles, tout seul. Et voilà, on a parcouru quelques kilomètres en France, et on a l'impression d'en avoir fait 10 000 pour aller au fin fond du désert de Gobi, ou non, peut-être pas le désert de Gobi, mais... Puis il y a des très beaux villages aussi dans le... Et il y a des beaux villages. C'est parmi les plus... c'est une grande concentration des plus beaux villages de France. Une grande concentration, oui. Et il y a des villages perchés. C'est tout à fait... C'est enchanteur, je dirais. Des châteaux, il y a... C'est un peu une région de contes de fées presque. On imagine encore des chevaliers qui débarquent dans ces petits villages sur leurs chevaux, des châteaux forts accrochés au-dessus des rivières. Il y a tout ça éveille un imaginaire dans nos têtes. C'est vrai. C'est propre à cette région. C'est fascinant. Vrai, particulièrement. Alors si tu devais me décrire un paysage justement qui te touche, lequel choisirais-tu ? Moi, ce que j'aime, c'est les plateaux de l'Aubrac, je parie. Les plateaux de l'Aubrac, oui, c'est ça. Les plateaux de l'Aubrac. Oui, c'est... Non, je sais pas, je te dis ça, je te suggère. Oui. Je sais rien, tu vas peut-être me dire... Non, oui, c'est vrai que les plateaux de l'Aubrac, c'est, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu m'as parlé de steppes mongoles, donc. Oui, de steppes mongoles, oui, ça évoque les steppes mongoles, ou l'image qu'on peut s'en faire. Je ne suis pas encore allé en Mongolie, donc en tout cas, c'est l'image que je me fais des steppes mongoles. Et, on a l'impression d'être enfin tranquille, d'être enfin seul, et c'est propice à la plus profonde des introspections. Oui, c'est le cas de lui, c'est vrai. Du coup, moi, j'aime bien m'introspecter. Donc, quand je suis dans le Aubrac... C'est presque un peu rude, quand même. Oui, c'est un peu rude, oui. Et là, on parle très radical. J'y suis allé quasiment tout le temps en été ou en demi-saison. Mais c'est vrai qu'on est dans ces paysages qui sont quand même très désolés. Oui. On imagine ça en hiver, je sais que c'est rude. Ou après un confinement. Ça doit être, c'est d'une rudesse absolue. Mais ce qui est beau, finalement, c'est justement cette absence presque de vie. C'est ça aussi qui te... C'est comme des déserts, mais sans l'aridité, parce qu'il y a quand même, c'est arrosé, c'est des zones arrosées, il y a pas c'est pas sec. On a l'image et puis surtout, ça contraste vraiment avec une partie de la vallée de la Dordogne qui est très luxuriante à l'inverse, qui est tout à côté. Enfin, je me permets, mais je pense que c'est ce que tu veux. Plus à l'ouest, il y a des régions beaucoup plus avec des forêts, des rivières, voilà. Et on passe, il y a un peu plus à l'est, Aveyron, Lozère, il y a ces terrains désolés avec des vaches qui paissent tranquillement et quelques tracteurs, et surtout c'est plat et à la fois ondulant, c'est assez, je sais pas, c'est un grand vide, mais qui n'est pas si vide, mais qui remplit l'énergie. Si, ça remplit l'énergie, oui. Enfin, on se vide de tout ce dont on n'a pas besoin dans la tête. Ouais. Et du coup, on échange toutes ces mauvaises choses par de l'énergie. Est-ce que tu as un itinéraire idéal justement à recommander si on veut un peu L'idéal, je dirais, ce serait d'arriver quand on arrive du nord, disons, on peut arriver à Brive, par exemple. Brive, c'est la préfecture de la Corrèze. Sud-Corrèze. Sud de la Corrèze. Et donc là, Brive, c'est une assez jolie ville, voilà, qui est cool. Donc c'est une Corrèze douce par rapport à la Corrèze du Nord, qui est le Canada quand même. Franchement, c'est plus boisé, et une Corrèze très vallonnée. Brive est assez jolie. Moi, j'aime bien son marché.
son marché chanté par Georges Brassens. Chanté par Georges Brassens, bien sûr, dans la chanson Hécatombe. Un vrai beau marché de producteurs. Un vrai marché du Sud-Ouest, que des producteurs locaux. C'est vrai que ça fait. Tous les gens des environs viennent s'approvisionner ici et les étals sont énormes et l'ambiance est bonne, l'ambiance est chaleureuse. Un paysage incroyable, le marché de Brive. Les gens se connaissent et s'ils vous connaissent pas, ils sont ouverts, tout le monde est ouvert. C'est plein de couleurs, plein de senteurs évidemment. Puis il est immense ce marché, c'est très grand, spectaculaire. C'est très très grand sur cette place là. Ok, donc on arrive à Brive. De là, on descend, on arrive vers Collonges-la-Rouge. Alors, Collonges-la-Rouge, d'ailleurs, c'est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est même le premier plus beau village de France. C'est le maire de Collonges-la-Rouge qui a initié le label. Donc, voilà, c'est dire. Il a la particularité d'être dans cette pierre rouge qui lui donne une... Comme son nom l'indique. Ouais. Alors on est dans un paysage de collines toutes vertes et il y a ce village rouge qui sort du paysage. C'est assez extraordinaire. Ouais. Et pas très loin, il y a le village de Turenne qui a quelques kilomètres et qui lui aussi est avec un château sur un promontoire rocheux qui domine toute la vallée. Messac aussi, qui est le village à côté, tout rouge. Messac aussi, qui est pas très loin, qui est à la frontière avec le Lot. Il y a un joli marché aussi. Et ensuite, justement, on descend un peu et on passe dans le Lot. Et là aussi, une avalanche de jolis villages. Il y a Autoire, il y a Martel. Il y a Martel. À quoi je pense d'autres C'est déjà pas mal, Rocamadour. Oui. Et puis plus au sud. Donc après on descend encore au centre du Lot, il y a le village de Rocamadour. Alors Rocamadour, ça c'est extraordinaire. C'est presque un mirage. Je crois que c'est le troisième site après le Mont Saint-Michel et c'est l'un des sites les plus visités de France. Ah oui, c'est incroyable. Il faut peut-être en profiter cette année. Il y aura peut-être un peu moins de monde. Ah oui, clairement. S'il y a un été. D'ailleurs, pour avoir encore moins de monde, je conseille d'y aller plutôt le matin parce qu'évidemment il y a toujours moins de monde le matin et puis c'est le matin que le village est éclairé par le soleil. Donc c'est génial d'arriver là et de voir ce village accroché à la falaise. Je crois qu'on est à 120 mètres au-dessus du niveau. Et la première fois que je suis arrivé là, j'ai cru que... C'est spectaculaire, vraiment. On dirait un décor du Seigneur des Anneaux, presque, avec cette église accrochée dans la paroi. Donc c'est les rois, en fait, qui s'arrêtaient là, sur le chemin de Saint-Jacques. C'est une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques. De Saint-Jacques de Compostelle, Il faut aller voir la Vierge Noire, d'ailleurs. La Vierge Noire dans l'église. Voilà. Ouais. Et puis tout autour, donc il y a cette vallée encaissée dans la gorge, et puis tout autour il y a une grande forêt des forêts de hêtres. Alors là, moi je suis passé une fois en automne, les couleurs de l'automne autour de Rocamadour, c'est extraordinaire. Et puis pas loin de Rocamadour, quelque chose qu'il faut voir quand même aussi, c'est le gouffre de Padirac, qui est un énorme trou qu'on pourrait croire avoir été fait par l'homme, mais qui est en fait un trou naturel, presque parfaitement rond, qui plonge dans la terre et on rentre dans une espèce de grotte qu'on parcourt en bateau. C'est assez fascinant. Ouais, c'est une splendeur. Ok, donc là on a fait Corrèze, Lot. Lot. Traverse. Pas très loin. À l'ouest, il y a une partie de la Dordogne qui est magnifique. Donc là, on traverse de l'autre côté de Souillac et de l'autre côté et on arrive dans le Périgord. Dans le Périgord noir. Périgord noir. Donc là, évidemment, difficile de ne pas passer à Sarlat. Là aussi, un magnifique marché. Dans le cadre de cette petite ville de Sarlat qui est magnifique. C'est une ville médiévale. Vraiment, avec des belles façades partout, des hôtels particuliers. Ouais, c'est beau. Beaucoup de monde à ce marché, c'est un peu plus touristique que Brive. Donc faut y aller, alors c'est 2 fois par semaine, faut y aller le samedi. C'est vraiment le grand marché de la région avec tous les produits du terroir qui est assez fréquenté. Mais en sortant de Sarlat, on se faufile sur les bords de la Dordogne et là aussi, plusieurs villages qui méritent d'être vus. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, en fait, Sarlat, c'est vraiment le départ d'un triangle d'or. Je connais la région, donc j'échange avec toi. C'est vraiment le début d'un triangle d'or avec Dôme, avec Bénac. J'imagine que tu veux faire référence à ça. Oui, Bénac, oui. Voilà, alors là, Bénac, il y a des châteaux. Castelnau, La Roque-Gajac. C'est des pays de châteaux. Donc il y a des c'est vraiment ce qu'on appelle le triangle d'or du Périgord noir.
Et, tous ces villages sont accrochés les uns les autres aux rives et aux méandres de la Dordogne qui coulent. Donc on se promène au fil de l'eau et tac, un village, un autre village, tous aussi beaux les uns que les autres évidemment. La Roque-Gageac, c'est vraiment particulier parce que c'est un village troglodyte en fait. Troglodyte, vraiment, allongé au bord de l'eau. Ouais. Les habitations sont accrochées à la falaise. Et pas très loin, il y a aussi toujours en surplomb de la rivière, il y a le château des Milandes, qui était le château qui appartenait à Joséphine Baker. Pour les fans d'histoire, vraiment, c'est une région pour les fans, patrimoniale, historique, gourmande évidemment, vraiment. Terroir hyper nature. Donc d'ailleurs, il y a une très jolie balade je sais pas si tu la connais, à recommander en fait en kayak. On part de Sénac. Et en fait, on descend une partie de la Dordogne, vraiment, et la balade dure 1h30 en kayak, et tout est prévu, ils vous récupèrent, ils vous ramènent sur votre lieu de... Et c'est vraiment, on croise des gabarres sur la Dordogne, et en fait, de part et d'autre, on a tous les châteaux, c'est un musée à ciel ouvert. En fait, on pagaie avec, dans un décor, je pense, de cinéma, vraiment. Et en général, la végétation est assez foisonnante. Ah ouais. Et puis en plus, il y a des régions, là, c'est une région, voilà, descendre dans la Dordogne en kayak, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Du mois d'août, c'est toujours pareil. Oui. Mais ouais, vraiment, c'est des régions qui sont encore assez préservées du tourisme de masse. C'est vrai. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'itinéraire idéal. Et ensuite, on termine... Ensuite, on peut bifurquer vers l'est et aller vers l'Aveyron. Donc là, on rentre en Aveyron par le village de Conques, par exemple. Alors, Conques, petit village aussi dans une blotti entre deux montagnes, qui est connu pour être une étape du chemin de Saint-Jacques, bien sûr, et surtout il y a cette abbatiale dont les vitraux ont été refaits en 94 par Pierre Soulages, qui a fait des vitraux contemporains qui se marient parfaitement à l'abbatiale romane de Conques. Et quand on rentre dans cette abbatiale, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, oui. Une atmosphère, la lumière qui rentre à travers les vitraux zébrés de Soulages et la pureté de la pierre. On est empli de quelque chose. Et j'imagine que les pèlerins qui font ce chemin à pied vivent quelque chose aussi quand ils arrivent là, ou quand ils repartent de là le lendemain matin. Ça doit faire un petit effet. Et ensuite, passé Conques, on arrive tranquillement à Rodez. Rodez, qui est la préfecture de l'Aveyron, capitale. Très jolie. Qui mérite une petite étape, qui a une très belle cathédrale, et puis qui a aussi un musée Soulages, qui est très important, un musée très important pour le sud-ouest de la France, qui est tout récent. Il est extraordinaire ce musée. Il y a vraiment une très belle collection permanente. Ce qui est intéressant dans l'itinéraire que tu as donné, c'est finalement la différence c'est vraiment l'évolution des architectures aussi. Enfin, quand on connaît un petit peu, on passe vraiment d'un bâti rural hyper austère, un petit peu austère en Corrèze, et puis on passe sur une pierre blonde en Dordogne. On sent le sud qui approche. Oui, plus chaleureuse. Le midi, oui, on sent qu'on descend vers le midi progressivement. Exactement, et après les toits s'aplatissent doucement en Aveyron. C'est un bel itinéraire, merci. Alors, 3 adresses. Alors, du coup, donne-nous 3-4 adresses que tu as envie de partager. À quoi je pense je me souviens en Lozère, en plein cœur de l'Aubrac, une chambre d'hôte qui s'appelle la Borie de l'Aubrac. Je me souviens être arrivé là au mois de mai, une grande maison centenaire en pierre, rénovée évidemment, posée au milieu d'un plateau quasiment vide avec quelques vaches. Et même au mois de mai encore, là, on était c'est des régions où il doit faire assez chaud, et encore qu'on est en altitude, mais pas une grande altitude évidemment. Et je me souviens d'avoir été là et à l'intérieur de cette maison et de regarder le paysage quasiment vide, une espèce de steppe avec personne. Et je me souviens au mois de mai une tempête de neige qui est arrivée là. Non, voilà, c'est les plateaux de l'Aubrac, ça. C'est les plateaux de l'Aubrac. Mais c'était fascinant
d'être là au milieu. Fantomatique un peu. C'était un peu fantomatique, un peu mystique, un peu. Et puis le matin, les matins, quand il y a une espèce de brume qui se dissipe au fur et à mesure de la matinée, ça donne une atmosphère, unique. Ok. Ensuite, D'abord Rive-le-Brac, on retient. Et c'est où exactement? C'est pas loin du village de Nasbinal. Nasbinal, ok. C'est au milieu de l'Aubrac, du côté de la Lozère. Et donc Nasbinal, c'est une étape du chemin de Saint-Jacques. Donc c'est facile à retrouver. Ensuite, il y a un autre endroit qui m'a marqué, qui est le château de la Traîne. Donc ça, c'est dans le Lot. Château de la princesse au bois dormant. Un véritable château de conte de fées. Ah, c'est clair. Qui est magnifique, qui a été magnifiquement restauré et qui est posé, accroché à une espèce de petite falaise en surplomb de la Dordogne, de la rivière. Donc c'est un relais des châteaux avec une table étoilée. Donc on peut faire l'expérience totale et de dormir et de dîner là, mais même sans prendre un verre, juste s'arrêter, prendre un verre, boire un thé. Il y a une terrasse extérieure en surplomb de la rivière alors ça c'est absolument fantastique. Donc ça j'aime beaucoup cet endroit. D'accord. Et puis tout à l'heure je parlais du musée Soulages, mais oui, je pense qu'il faut retenir le musée Soulages parce que c'est important. Soulages, c'est un artiste très important en France, le plus grand artiste qu'on ait certainement aujourd'hui, qui vient de fêter ses 100 ans en décembre dernier, qui a qui a découvert que la lumière se reflétait dans le noir, et ça c'est là qu'est son génie, d'avoir trouvé quelque chose de si simple. Et donc qui est né à Rodez, qui est originaire de l'Aveyron, et qui l'outre noir. Voilà, l'outre noir. On parle de l'outre et qui a eu son propre musée inauguré en 2014, et qui est un musée important et dans lequel on a certains outre noirs, donc ces grands tableaux. Et il y a aussi quelques pièces de ses débuts, quelques dessins, et puis il y a toujours aussi chaque année une expo temporaire qui est renouvelée régulièrement. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que mis à part le musée, il y a aussi un café à côté qui s'appelle le Café Brasse, qui est tenu par Michel et Sébastien Brasse, qui sont deux grands cuisiniers qui ont une table qui est connue mondialement, qui est dans le village de l'Aïeul, un peu plus loin sur le plateau de l'Aubrac, qui est régulièrement cité parmi les plus grands restaurants au monde. Ah oui, absolument. C'est une des plus belles tables de France. Et ils ont pris la main du café du musée. Donc c'est un moyen aussi, après avoir vu une belle expo, de déjeuner, d'avoir leur bistronomie à la table de Michel et Sébastien Brasse voilà, c'est un moyen de goûter leur cuisine à des prix plus abordables, évidemment. Est-ce que tu as un site un peu caché que tu aimerais partager? Oui, je suis en train de penser à quelque chose. C'est quand je parcourais le Périgord et je suis tombé complètement par hasard sur un monastère bouddhiste. Qui est pas loin de Saint-Léon. Léon-sur-Vézère. Saint-Léon-sur-Vézère, voilà. D'accord. Très joli village d'ailleurs qu'il faut absolument visiter. Voilà. Du coup. Aussi. Le village est tout proche et en haut d'une colline, au milieu d'une forêt, il y a un monastère bouddhiste qui s'appelle le Dakpo Kagyu Ling. Et là, on débarque dans une atmosphère il y a des stupas au milieu de la forêt, il y a des moulins à prière, il y a une grande salle où je suis rentré, évidemment avec un Bouddha qui trône au milieu et des gens qui sont là en prière. Et j'ai trouvé, c'est au milieu de la forêt, là. Au milieu de la forêt. Donc déjà, j'ai eu la surprise de tomber là-dessus. Et deuxièmement, c'est accessible à tous. C'est accessible à tous, oui. Okay. C'est ouvert, vous pouvez taper à la porte, enfin non, même pas taper à la porte, vous rentrez et on se gare et vous pouvez aller tourner les moules à prière si vous avez des choses à demander, et rentrer dans la salle de prière, tout le monde est le bienvenu. Et moi j'étais fasciné de trouver ça là. Des rubans à prière comme si on était au fin fond du Népal, au sommet d'un pic népalais, voilà. Alors moins insolite, mais 2-3 pépites. On recommanderait pas les jardins de Marquessac. Ah oui, c'est vrai que la région est aussi riche en jardins. Les amateurs de jardins ont quelques adresses à aller voir, notamment les jardins de Marquessac.
qui sont pas loin du château de Bénac, juste en face. Je crois que ça fait une vingtaine d'hectares, c'est jardin. Vingtaine d'hectares qui sont là aussi. Il y a une vue magnifique sur la vallée de la Dordogne. Et puis moi, ce qui est génial, c'est ces buis qui sont taillés en nuages. Exactement. On a l'impression d'être dans de... Ah bah c'est Alice au pays des merveilles, vraiment. Oui, voilà. Ça donne des paysages insolites et... On est tout melotonné dans un paysage de buis. Ça fait un des plus beaux jardins de France, je pense. Les jardins de Marquessac, c'est vraiment iconique, qui est assez connu. Ouais. Mais il mérite une escale. Il y a même, pour ceux qui... Quand on a envie de quelques sensations, il y a même une via ferrata qui part du bout du jardin et qui poursuit la falaise. Voilà, si on a envie de quelques sensations au-dessus de la rivière, ça va donner quelques frissons. Il y a les jardins des Rignac aussi, qui sont incroyables. Aussi, pareil. Je sais plus combien d'hectares ça fait, mais dans un style complètement différent, avec une roseraie absolument incroyable, des monuments historiques, un potager... Enfin bon, pour les fans, vraiment pour les fans. Et puis, on précise aussi les Hésites-Taillac, quand même, pour les fans de préhistoire. On est quand même au cœur du... Faut dire que le Périgord... Au cœur du sujet, là. Le Périgord pour les familles, je sais pas. Beaucoup de vestiges préhistoriques ont été trouvés en Périgord. Notamment, évidemment, difficile de pas la citer, la grotte de Lascaux, qui est aujourd'hui fermée définitivement pour des causes de protection, puisque c'est tellement fragile que plus personne quasiment ne peut rentrer à l'intérieur. Même on m'a expliqué, même le président de la République, s'il venait à Lascaux, ne pourrait pas rentrer. Mais la grotte a été recréée. Bien sûr. Donc on visite une fausse grotte. Beaucoup de monde. Donc cette année, c'est vraiment l'occasion. C'est l'été ou jamais. Donc on visite une fausse grotte, mais c'est quand même tellement bien fait. On s'y croirait complètement. Et ça, pour des enfants et même pour des adultes, pour tout le monde, c'est extraordinaire de voir ça. Et pour les fans de préhistoire en général, les Hésites-Taillac, il faut vraiment les faire. C'est vraiment des falaises calcaires où tous les habitacles troglodytes sont encore visibles et c'est assez spectaculaire quand même paysage. Très bien. D'autres ou on a fait le tour? Non, on n'a jamais fait le tour, mais on a fait le tour de nos idées là. Quand même, Oui. Est-ce que tu as des rituels de vacances? J'ai un rituel, éventuellement, c'est que j'aime bien rentrer dans les églises. Et même quand elles sont pas tellement jolies, parce qu'il y a souvent, on est souvent surpris quand on rentre dans une église. Il y en a qui sont toutes simples, qui ne méritent pas forcément une visite, mais parfois on a des bonnes surprises, parce qu'il y a toujours des jolies lumières à travers les vitraux, donc j'aime bien, je suis capable de faire quelques détours pour rentrer dans une église. Systématiquement, dans tous les petits villages? Systématiquement, oui. Okay. Quasiment systématiquement. Un plat qui a le goût des vacances? Un plat qui aurait le goût des vacances, pour un plat d'été, des bonnes tomates mozzarella, des choses que moi j'ai pas tellement l'habitude de manger ça à Paris, donc j'en profite. Des plats simples. Des plats simples, vraiment, des choses simples, ou un melon avec un demi-melon creusé avec une goutte de Porto à l'intérieur. les madeleines de Faust. Voilà. Je termine ce petit interrogatoire vacances. Là, je m'adresse aux journalistes voyage. Les plus beaux sites de France, finalement, à tes yeux, ceux qu'il faut avoir vu au moins une fois. Alors, en tête, je mettrais la presqu'île de la Hague. Dans le Cotentin. Dans le Cotentin. La pointe du Cotentin. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps. En février, et même en février, c'était magnifique. Ah oui. J'ai eu du soleil en plein février et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est complètement sauvage encore. On n'y croise quasiment personne. Là aussi des petits villages, des petits ports de pêche. D'ailleurs, on y croise Port Racine. C'est le plus petit port de France. Minuscule, il y a 4 bateaux, 4 cabanes et c'est le port le plus petit de France. D'accord. Et c'est absolument mignon. Donc j'ai beaucoup aimé cet endroit. Sinon j'aime beaucoup aussi, rien à voir, le lac d'Annecy par exemple. Longtemps le lac le plus pur d'Europe. Je crois que c'est terminé. Les eaux pourtant paraissent encore très cristallines. Il est très vert.
Là, Annecy, le lac d'Annecy sous le soleil, c'est quand même extraordinaire, Oui. avec ses montagnes en face. Ces montagnes, là, ce col de la Forque, là. Et l'eau Cette chaîne. translucide, presque turquoise, et puis le centre-ville d'Annecy, avec le tuyau qui coule. C'est La petite Venise, la des petite Alpes. Venise des Alpes, voilà. Porte bien son nom. Et petite ambiance italienne aussi. Oui. On sent un peu l'influence de l'Italie. Sinon, j'aime beaucoup Belle-Île aussi. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Belle-Île, mais j'ai un excellent souvenir de Belle-Île. J'avais trouvé ça extraordinaire. Les aiguilles de Port-Coton au bout de Belle-Île, là, c'est assez extraordinaire. Le phare des Poulains aussi. Il y a des sites grandioses. Si on veut voir la Bretagne un peu sous un autre angle, vu que c'est une île, on y va moins facilement, évidemment, quoique. Depuis Quiberon, les bateaux sont... Quand tu dis sous un autre angle, c'est-à-dire? Ben ça reste la Bretagne, mais c'est le sud, c'est l'extrême sud de la Bretagne. Et puis sous un autre angle, parce que vu que c'est une île et elle est un peu éloignée du continent, c'est un peu plus inaccessible. D'accord. Bien qu'il y a quand même du monde à Belle-Île, hein. Ça ne veut pas dire que c'est non plus complètement sauvage et préservé. Mais voilà, moi j'aime beaucoup prendre un petit scooter et ou un vélo et parcourir Belle-Île. C'est très chouette, surtout en été évidemment. D'accord. Et puis pour revenir vers chez moi, je dirais, je pense au pic du Midi de Bigorre, évidemment. Évidemment. Un vrai pic pointu, et avec en haut un observatoire d'où des scientifiques observent toujours les étoiles, le soleil, qu'on peut visiter. Longtemps il n'a pas été visitable. Et où on peut dormir maintenant. Désormais, dans un joli hôtel. Moi, je suis allé se réveiller à cet observatoire à une époque où il n'était pas visitable. J'étais monté dans le téléphérique des techniciens qui venaient réparer la lentille. Ah. Il y a très longtemps, j'étais enfant, mais je m'en souviens encore. Aujourd'hui, on peut monter. C'est magique de se réveiller avec. C'est magique, on peut dormir et voilà. Et il y a même des concerts qui sont organisés là-bas en haut. Il y a un petit festival de musique. Alors cet été, c'est pas gagné que le festival ait lieu, mais il y a assister à un concert en haut au coucher du soleil. J'ai vu des vidéos sans y être allé, mais ça m'a l'air d'être une expérience extraordinaire. Merci. 5 points cardinaux désormais. Le vestiaire idéal. Mon vestiaire idéal, où je suis assez simple. Il y a juste une chose sur laquelle je suis très à cheval. J'aime bien avoir de bonnes chaussures. En même temps, dans le sud-ouest, vaut mieux. Oui. Ça grimpe, ça descend. J'aime bien être bien chaussé. Je suis pas un voyageur qui me promène en tongs. Je n'y arrive pas. Donc voilà, une fois que j'ai des bonnes chaussures, après le reste, ça reste simple. Tout peut s'acheter bermuda, sur place. un short, une chemise ou du lin quand il fait très chaud. Voilà. Meilleur compagnon de voyage. Meilleur compagnon de voyage, ce seraient mes amis. Tout simplement. Je te connais un petit peu, j'ai le droit de dire. Oui. Moi, je dirais ton iPad pour ta playlist. Ah oui, c'est vrai que tu es toujours en train d'écouter de la musique. Et oui, j'ai aussi besoin d'avoir mes albums avec moi, ma musique. Paysage et musique font bon ménage. Oui, paysage et musique font bon ménage. Oui. Dans les transports surtout, j'écoute pas de la musique à longueur de journée, mais surtout dans les transports, je trouve que c'est important. Ça décuple les émotions, selon moi, d'écouter de la musique en voyageant. Et puis trouver la bonne musique pour le bon endroit, le bon morceau. Quand je vais en Asie, voyager en Asie avec de la musique asiatique, de suite on ressent encore plus l'atmosphère de quand on est dans les transports, par exemple. Alors dans le sud-ouest, qu'est-ce qu'on écoute dans le sud-ouest? On écoute là il y a des choses que j'ai glissé gentiment vers les livres et la bande son. Oui. Tu vas glisser dans ta valise. La bande son. Là je dirais que pour voyager sur les routes de France, là j'écoute un groupe qui s'appelle Terre Noire par exemple. Il y a un morceau qui s'appelle Mon âme sera vraiment belle pour toi. Donc je trouve ça assez beau et très prenant. C'est un jeune groupe qui n'a pas encore sorti d'album, mais ça va arriver. C'est très prenant et on a envie d'être dans un train ou en voiture sur une route magnifique. Et puis il y a Bon Entendeur, bien sûr. Ça se prête complètement aux vacances. Ça se prête complètement aux vacances d'été. C'est un groupe qui a du succès depuis quelques mois, depuis l'été dernier à peu près. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est à la fois vintage et à la fois contemporain.
Et certains morceaux agrémentent des textes dits par des personnalités. J'aime beaucoup le morceau qui est dit par le texte qui est dit par Frédéric Becbédé, par exemple, où il parle de ses addictions. Et puis il y a un texte aussi sur les sentiments et sur l'amour qui est dit par Pierre Ninet, que j'aime beaucoup. Et la musique derrière est excellente. C'est électronique, mais ils savent très bien retravailler des vieux morceaux et leur donner vraiment un coup de frais. Les livres qui t'accompagneront? Cet été, j'ai 2 livres à lire qui sont sûrement au-dessus de ma pile et que je me dis, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je lise ça. Il y a un livre de Sylvain Tesson qui s'appelle Sur les chemins noirs. C'est un livre qu'il a écrit après avoir traversé la France du sud au nord, du Var jusqu'au Cotentin, après qu'il soit tombé qu'il ait fait sa chute à Chamonix. Il est parti traverser la France à pied et il en a tiré un livre qui s'appelle Sur les chemins noirs, dans lequel d'ailleurs il passe à travers l'Aubrac. Donc il y a quelques pages sur l'Aubrac. Donc je me suis dit qu'il fallait que je lise ça, parce que j'aime bien l'écriture de Sylvain Tesson. Et j'ai ce livre, le livre de la résilience. Et il y a un autre livre qui est aussi important, et ça qui peut être lu partout et par tout le monde, qui est le Dictionnaire amoureux de la France, qui est dans cette collection assez connue, éditée chez Plon, des dictionnaires amoureux. Denis Tillinac a écrit celui sur la France, donc, et il énumère, c'est une sorte d'abécédaire, voilà, par ordre alphabétique, comme dictionnaire, comme avait fait Roland Barthes avec ses mythologies. Donc il énumère tout plein de choses, des mythes de la France d'aujourd'hui, ou ses mythes à lui. C'est un dictionnaire subjectif, évidemment, amoureux, comme son nom l'indique. Donc il énumère tout un tas de choses qu'il aime en France, et donc voilà, j'ai envie de lire ça m'intéresse. Un spot qui te reste à découvrir en France? Encore beaucoup de choses à découvrir. Je dirais que je ne suis pas encore allé en Alsace. Et il faudrait que j'aille en Alsace. Oui. C'est beau, ça a l'air beau. Et c'est des régions que je connais mal. Évidemment, quand on vient du Pays Basque, l'Alsace, ça paraît le bout du monde. Mais j'espère aller bientôt en Alsace. J'étais récemment en Franche-Comté, déjà. C'était déjà un bout du monde pour moi, et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, je me dis maintenant, il va falloir que je pousse un peu plus et aller voir l'Alsace, aller voir les vignobles alsaciens, les châteaux, et puis Colmar, Mulhouse, ça doit mériter une visite. Tes vacances ont-elles une odeur particulière? Les vacances, je dirais qu'elles ont l'odeur du foin, peut-être, vu qu'on parle de campagne et d'été. Oui, l'odeur du foin, l'odeur de... C'est là, au début de l'été, fin juin, mi-juillet... l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Merci Lucas pour ce partage. On retrouve bien sûr toutes tes adresses et les miennes sur le site bonnegueule.fr. Bonnes vacances. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous récompenser d'1 étoile, c'est très important. Et moi, je vous retrouve tous les jours sur l'Instagram des congés payés pour partager nos adresses en France, et la semaine prochaine sur toutes les plateformes avec un nouvel invité. Bonnes vacances Lucas. Bonnes vacances. Madame, monsieur, c'est l'été. Devinez quelle sera la couleur du ciel pour notre week-end. Le ciel a le sang chaud. Du nord-est à la Franche-Comté, au nord des Alpes, au Massif central et aux Pyrénées. De belles journées, enfin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.